Alors, c'est Monsieur Robert Martin qui va commencer. Alors, je vous présente. Vous êtes donc responsable d'un vignoble. C'est situé sur la commune de Bachas. Donc, la cave coopérative s'appelle Dombrial. Elle regroupe 380 viticulteurs, dont une cinquantaine disposent de parcelles dans la zone de protection des captages prioritaires des communes de Casse-de-Pène et Espira de l'Agly. Sollicitée par l'AGLO et engagée par ailleurs dans une démarche de développement durable, l'entreprise a noué avec elle un partenariat inédit qui a permis l'élaboration d'un programme agro-environnemental, PAE, spécifique qui a reçu le soutien de l'Agence de l'eau. Lauréat d'un appel à projet national début 2014, cette initiative a déjà permis de mobiliser 25 coopérateurs, dont plusieurs parcelles viticoles sont situées à proximité des forages de Casse-de-Pène et d'Espira de l'Agly. Je vous laisse la parole. Oui, je vous remercie. Donc on va essayer de vous présenter l'appel à projet, en tout cas le projet tel qu'on l'a démarré, tel qu'il a été retenu. Et pour simplifier la prononciation, moi je parlerai de Dombrial. Et voilà. Concrètement, on va aller maintenant un peu plus dans le détail de ce qui peut se faire au niveau d'un petit collectif. Donc c'est les pratiques respectueuses de l'environnement. Ok. Donc ce projet a été retenu en tant que projet pionnier dans le cadre des futurs GIE et en fait on est devenu un GI 2E. Dans pionnier, il y a une notion un petit peu de découverte et de défrichement dont a parlé mon président ce matin. On va voir comment on a réussi à mettre en place toute cette animation. Bien entendu, on a été aidé fortement par l'Agence de l'eau et puis, bien entendu, PMCA. Donc, Dombrial, en quelques mots, c'est une coopérative fondée en 1923, donc la période où la plupart des coopératives du Languedoc-Roussillon se sont constituées, mais on était un petit peu en retard. On travaille maintenant sur 2100 hectares en production. Donc c'est une coopérative, on va dire, moyenne à l'échelon de la région. Et on travaille avec 300 vignerons, donc avec tout le public de vignerons que l'on peut avoir, des gens qui sont là à plein temps, des gens qui sont là à mi-temps, des retraités, etc. Et des gens qui sont là des fois aussi un petit peu par hasard. Cette coopérative emploie 35 salariés et génère une étude que l'on avait faite, parce qu'on tient beaucoup à l'aspect sociétal, 150 emplois saisonniers. C'est essentiellement, bien entendu, l'activité des vignerons et bourgeonnage, vendanges, etc., etc. Et puis nous-mêmes aussi pendant les vendanges. On travaille sur 8 communes. Et la production moyenne, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 80 000 hectolitres, essentiellement en AOC, et on génère 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, la moyenne des parcelles, c'est de 70 arts. Donc vous voyez que c'est un tout petit parcellaire. On a vu des exemples où on travaillait sur des centaines d'hectares. Donc là, vraiment, on travaille un petit parcellaire, puisqu'il y a, je crois, 5000 parcelles à l'intérieur de la cave coopérative. Alors, le fonctionnement, c'est un fonctionnement qui est peut-être un petit peu particulier, mais cet après-midi, on a pas mal parlé de fonctionnement, et je crois que c'est un des éléments clés de la réussite du projet. Donc, on a des commissions thématiques à l'intérieur de la coopérative. Moi, je m'occupe en tant que responsable vignoble de la commission production. Qu'est-ce qu'on plante, comment on va conduire le vignoble, pourquoi on fait ça, etc., etc. Il y a des collègues qui s'occupent, par exemple, de la commission agri-confiance, commission commercialisation, commission, etc. Ces commissions travaillent. On fait venir des experts si on a besoin ou des gens compétents. Et puis ensuite, il y a un rapporteur qui vient au conseil d'administration et qui vient dire les décisions qui ont été prises, en tout cas les orientations qui ont été prises pour les années à venir ou pour les mois qui viennent, etc., etc. Donc il y a un travail de décortiquage des différentes problématiques qui est important. Ensuite, bien entendu, des plans d'action, parce que c'est bien beau de réfléchir et puis de faire venir des experts, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on va faire dans 2 ans, etc. Et puis, des comptes rendus, des bilans d'action, et on repart. L'année d'après, l'année prochaine, on va faire ça, ça n'a pas marché, on laisse tomber, on avance, etc.
Donc ce type de fonctionnement, on l'a depuis, on va dire, 1994. Je ne calcule pas en durée, parce que des fois c'est un peu compliqué, et puis c'est un peu déstabilisant. Donc depuis 1994, on travaille un peu avec ce mode de fonctionnement. Les premières sélections vignobles, etc., datant de 1991. Alors le contexte et l'historique un peu du projet. Tout d'abord, bon, nous, on n'a pas essayé de se dire, on ne s'est pas dit, tiens, on est là, bien, on est dans notre coopérative, on commercialise notre vin et tout, puis hop, voilà une réglementation qui nous tombe dessus. Depuis pas mal de temps, on est j'allais dire, en recherche d'informations et de projets de réglementation, et toujours en anticipation de se dire, ben, ça va, on va avoir telle réglementation qui va se mettre en place, et donc il faut réagir avant. On a anticipé comme ça la réglementation sur la traçabilité phyto, sur l'interdiction de certains produits. Et très tôt, on a compris que l'impact environnemental, par l'intermédiaire de nos commerciaux ou par l'intermédiaire de nos vignerons, et puis nous en tant que consommateurs, quoi, quand vous allumez, vous êtes producteur un jour, et puis le soir, quand vous mettez devant votre télé, hop, vous transformez en consommateur. Oh, il y a quand même quelque chose à réfléchir. Donc on s'est dit, on a quand même un rôle sociétal important. Et ça, les vignerons l'ont très vite compris. Donc on avait pris en compte en 2007, puisqu'en 2007, on a commencé à construire un vignoble de toutes pièces dans une garrigue. Et donc on a fait faire une étude environnementale et puis un bilan faunistique aussi. Donc on avait pris en compte les zones Natura 2000, on en a 2 autour de nous, une SNIEF aussi, et on a une SNIEF qui est voisine. On s'est engagé donc très tôt dans le développement durable. Alors le développement durable, donc on s'est engagé en 2007, en suivant, on va dire, un cahier des charges qui était présenté par l'ICV. Alors je ne vais pas vous définir ce que c'est que le développement durable aujourd'hui. On ne va pas faire la petite scénette ce matin de l'agroécologie. Mais disons que dans le développement durable, nous on considère 3 piliers, qui sont d'une part la protection de l'environnement, d'autre part toute la prise de conscience de l'effet sociétal, et dernier aspect non négligeable, l'aspect économique. Et à partir de là, on décline à l'intérieur des exploitations. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, voilà, la réglementation, que ce soit environnementale, sociétale, c'est-à-dire on emploie des gens, on ne peut pas les laisser habiter n'importe où, on ne peut pas les laisser se blesser sur les exploitations. Donc tout ça, on va avoir des contraintes et on va les anticiper. Donc ce qu'on a fait, des groupes de travail et on a dit, voilà, les vignerons vont être obligés d'aller dans une telle direction, que ce soit sur le plan de travail, que ce soit sur la protection de l'environnement. Donc on va les aider. On va les aider à se mettre à jour très rapidement. Et on a mis en place donc des aides financières propres à la coopérative, avec un pas de temps qui va en général de 3-4 ans, etc. Bon, des exemples, un plan de fertilisation matière organique qu'on a mis en place il y a 5 ans et qui continue encore aujourd'hui. Donc on paye les engrais organiques à condition qu'ils correspondent à une norme. On paye des armoires phyto, on paye des réglages de pulvérisateurs, on paye les formations certifito. On ne paye pas 100%, mais on paye un certain pourcentage. On facilite le travail des vignerons. Et aujourd'hui, à l'intérieur de la structure, on est en train de réfléchir, puisque donc on part sur des MAET, il y a des PVE, et on va aider, je pense, on va travailler là-dessus, en commission technique, sur un complément d'aide des MAET, un complément d'aide du matériel pris dans les PVE. Tout ça pour faciliter la mise en place. Bon, on a créé un vignoble découverte, je vous ai dit, en 2007, qui est maintenant productif, sur lesquels on a beaucoup de visiteurs. Et pour nous, c'est un petit peu, on va dire, le petit hublot par lequel on arrive à voir un peu le fonctionnement de la coopérative, ce que l'on fait, ce qu'il faudrait faire et pouvoir passer nos messages. La prise en compte des bassins versants, elle est venue relativement tard. Elle est venue maintenant il y a 3 ans, à peu près 4 ans. Bon, grâce au travail de l'agence de l'eau et puis grâce au travail aussi de PMCA.
Et on est entouré, nous, de 2 bassins versants, de 2 forages, pardon, classés Grenelle, et donc 2 bassins versants. Alors, je vous l'ai dit, changer pourquoi, prise en compte des bassins versants et des forages. On a fait une étude avec un bureau d'études qui s'appelle Envidis, et sur lequel on a fait le bilan de toutes les pratiques qui étaient réalisées sur ces bassins versants, que ce soit les nôtres, celles des vignerons, mais pas seulement les vignerons, les communes, SNCF, etc. Et on s'est aperçu que, bien évidemment, les premiers, je ne vais pas dire pollueurs, parce que ça va pas aller, les premières personnes impliquées, c'était les vignerons. On s'est aperçu que nous, on avait une problématique importante sur les eaux superficielles, et ensuite qui, par percolation ou infiltration, rejaillissait sur les nappes moins superficielles, mais sur lesquelles on alimentait les captages et les forages alimentaires. Bien entendu, une nécessité d'économiser les intrants, ça c'est la partie de développement durable qu'il a montré, et toujours cet aspect de maintenir la rentabilité des exploitations. Donc la structure, en tant que coopérative, elle redistribue des sommes aux vignerons, mais nous, on a choisi de mettre en avant les gens qui travaillaient ce qu'on appelait bien, ou en tout cas mieux, et de les rétribuer d'une manière différenciée. Et plutôt que de leur donner un bonus, on a préféré, et on préfère encore, les aider sur des éléments spécifiques. On a eu une problématique pendant un certain temps rendement. Je ne sais pas si Claude Jorat est encore là, peut-être qu'il est parti. Bien entendu, on a essayé de comprendre sécheresse, rendement, etc. Qu'est-ce qu'on va faire s'il faut attendre qu'il pleuve ou s'il faut attendre l'irrigation. Donc on s'est penché sur l'agronomie, on s'est penché sur les sols, on s'est penché jusqu'au niveau des mycorhizes. Et puis on s'est dit, ben oui, évidemment, en matière organique, toutes les analyses montraient qu'on était pauvres et que c'était des véritables déserts, nos sols, et donc on a travaillé pas mal là-dessus. Donc maintenant ça va mieux, cette année on a fait des rendements qui étaient intéressants, et bon, on en reparlera peut-être dans les questions. Des nouvelles prises de conscience, on s'aperçoit très vite que la société civile aujourd'hui souhaite des changements rapides. Donc les consommateurs, pour un oui, pour un non, et souvent pour un oui, avec Facebook ou pas Facebook, vous avez des mouvements qui naissent, qui disparaissent pas facilement, et qui naissent et qui impulsent des volontés. Et la réglementation, ou en tout cas pas mal de contraintes, se mettent en place d'une manière un peu plus lente. Et nous, quand même, on veut correspondre à la demande de la société civile. Donc on a dit, il faut réagir assez vite, il n'y a pas de problème. Donc on n'a pas attendu la réglementation, on n'a pas attendu le petit cadre qu'on nous a montré tout à l'heure. On a dit, on fonce, et puis si des fois, ce n'est pas exactement ce qu'on veut, eh ben, tant pis, on va essayer d'y aller. Donc on n'a pas pris, j'allais dire, une option déterminée, on n'a pas dit agriculture biologique, on n'a pas pris la HVE, on n'a pas pris, voilà, on aurait pu prendre Terravitis, etc. On s'est donné un cadre plus large pour pouvoir travailler à l'intérieur et pas être contraint par des réglementations proprement dites. Donc on s'est engagé aussi à l'échelle de la zone. On aurait pu s'engager sur une zone beaucoup plus petite, on a engagé presque, j'allais dire, la totalité du vignoble. Et puis on a trouvé, on s'est retourné, on avait des idées et on s'est retourné vers des partenaires que l'on a trouvé motivés à l'écoute. Quand on cherche, eh bien, on trouve des gens qui vont pouvoir vous aider et pouvoir vous débroussailler vos problèmes. Voilà. Alors la problématique, c'est comment on change. Parce que c'est vrai que le public agricole, et pas seulement agricole, est souvent ancré sur des pratiques qu'il maîtrise depuis des générations. Et puis, il faut essayer de les changer. Donc là, il y a des approches. La première approche, c'est créer des bases solides. Donc les bases solides, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va s'ancrer sur ce que vous faisiez ou ce que vous êtes en train de faire. Et ça s'appelle, un autre terme s'appelle un diagnostic d'exploitation.
On va faire le point, et puis vous allez voir que vous êtes fort, monsieur ou madame, sur votre exploitation, sur tel et tel point. Et à partir de là, si vous avez des bases solides, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir vous projeter un peu dans l'avenir. Donc ça, c'est un gros travail qui peut être, j'allais dire, aller très loin dans le détail, mais c'est un travail qui est indispensable. Et si vous voulez faire un petit peu le travail que l'on a fait, moi je vous encourage à faire vraiment de bons diagnostics d'exploitation. Alors il faut être dans le projet, le pilote doit être dans le projet avec les vignerons, et puis on leur dit voilà, aujourd'hui tu fais comme ça, demain tu vas voir, tu vas faire différemment, mais tu resteras toujours vigneron, et puis ça va bien se passer, il n'y a pas de problème, nous on va t'accompagner. Alors nous, ça peut être les techniciens cave, mais ça peut être d'autres personnes. Et c'est important d'être avec eux. Alors, ouais, il y a une petite faute là. Entretenir le projet dans le futur. Donc ça fait partie, on va voir tout à l'heure un petit peu de technique. Là, on est sur les principes. Il faut toujours montrer aux gens comment ils vont devenir dans un an, dans 6 mois, etc. Leur vignoble, il va être comment? Parce qu'ils s'inquiètent, et c'est tout à fait normal. Leur manière de production va être comment? Leur système de production, il va être comment? Vous allez traiter quand? Vous allez désherber, vous n'allez pas désherber, vous allez girobroyer, et quand je vais girobroyer, etc. Ils ont tout un tas de questions. Et ça, il faut bien le montrer. Bon, un petit aspect, s'extraire des personnes qui empêchent d'évoluer. Bon, malheureusement, dans les coopératives et dans d'autres milieux aussi, il y a toujours la personne qui dit mais on l'a fait, ça ne marche pas, tu vas avoir des problèmes, etc. Et tout. Bon, alors, donc c'est vrai, ils existent, c'est pas un problème, on s'extrait et on continue à évoluer. Et à partir de là, on archive le passé, ben, monsieur Untel, eh ben, vous avez travaillé comme ça pendant un certain temps, ok, c'était très bien, il n'y a pas de problème, nous on vous propose de travailler différemment. Et puis voilà, on s'en va, c'est un petit peu comme un voyage. Tout le monde s'embarque sur le petit projet, et surtout n'oubliez personne. Et ce qui est important, c'est ce qu'on a dit au début, être dans le projet. Il faut que tout le monde soit à l'intérieur pour pouvoir piloter. Les gens qui sont à l'extérieur ne peuvent pas piloter le projet. Après le déroulement c'est de la pratique. Donc réaliser le diagnostic environnemental le plus complet et le bilan des pratiques. Qu'est-ce que vous savez faire, pourquoi vous le faites, etc. Combien ça vous coûte. Réduire les incertitudes. Bon, et bien entendu, évaluer la qualité de l'eau. Donc nous, on a fait des analyses d'eau au départ du projet, c'est-à-dire il y a 2 ans. Et puis on continue maintenant pour voir l'évolution des eaux superficielles, pour voir que petit à petit, les choses s'améliorent. Donc on prouve aux gens que ils sont dans le bon sens, qu'ils ne font pas fausse route. Alors, préparer un parcours de formation adapté, je vais vous le montrer tout à l'heure. Ils vont changer, ils ne peuvent pas changer comme ça du jour au lendemain. Ou on ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Donc il faut des billes, il faut des gens qui connaissent, des gens qui leur montrent des exemples. Mettre en place un site de démonstration. Le site de démonstration, il sert à quoi? Il sert à discuter. Dorénavant, voilà, on a essayé telle technique d'enherbement, celle-là, elle ne marche pas. Celle-là, elle marche, toi tu as des terrains comme ça, toi tu as des terrains de tel type, tu vas voir, on va pouvoir faire quelque chose. Et ça, c'est de la pratique, et on réunit les vignerons à l'intérieur d'une parcelle, et ils discutent entre eux. On n'est pas là pour leur donner des leçons, et pour leur dire, ben voilà, la vérité, tu vois, c'est comme ça. Et ensuite, des mises en pratique chez les vignerons. Et puis surtout, on va se fixer des objectifs. Qu'est-ce qu'on fait cette année? Cette année, on l'a dit tout à l'heure, on fait 25 vignerons. L'année prochaine, on en fait 15 de plus. On fait 200 hectares, on fait 300 hectares. On ne les a pas fait. Pourquoi on ne les a pas fait? Bon, surtout communication et valorisation des expériences. Bon, c'est souvent là où un petit peu les structures coopératives pêchent. Mais là, maintenant, je crois qu'on va essayer d'un peu s'améliorer, de rédiger des documents et de valoriser un peu ces expériences auprès des vignerons et auprès d'autres structures. Alors le projet lui-même, tel qu'il a été conçu au départ.
Pardon ? Il va falloir accélérer, s'il vous plaît. Oui, ouais, ok. Merci. Je vais accélérer, petit train. On s'est appuyé sur un groupe que l'on a fixé au départ de 55 vignerons, qui représentait 500 hectares sur les 3 ans. Suppression du désherbage du rang, puis suppression complète. Suppression des insecticides sur des zones ciblées. On a parlé ce matin de confusion sexuelle, donc c'est de la confusion sexuelle. Et nous, évidemment, comme les autres, on a le risque de flavescence dorée, mais si on a le risque de flavescence dorée, on les gérera par des produits qui existent, et puis après, peut-être, on reviendra sur la confusion sexuelle, etc. Restauration de la vie des sols, j'en ai parlé. Mise en place de bandes enherbées. Un autre aspect, c'est tout l'aspect, on va dire, biologie et agrobiologie avec la mise en place de nichoirs. Là, on a fait un gros travail avec la Ligue de protection des oiseaux et la LPO. Création de références locales. Donc là, vous allez voir, on a 2 parcelles sur lesquelles on aura nos références locales. Alors, ça n'empêche pas d'aller voir le travail qui a été fait par les techniciens de la Chambre et les centres expérimentaux de la Chambre, mais c'est un plus. Alors, mesure régulière de la qualité des eaux, audit d'exploitation régulière, donc nous, puisqu'on est sur le DD, on audite pas seulement la partie phyto, on audite aussi consommation d'eau, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que vous faites avec de l'eau, etc. Comment vous lavez votre tracteur. Tout l'aspect environnemental, tout l'aspect énergie et tout l'aspect sociétal. Un bilan annuel d'exploitation et un plan d'action et les formations ciblées. Ça, c'est la pratique. L'animation du groupe, on a arrêté à peu près 120 jours d'animation par an, sur les 3 ans, par an et répartis sur les 3 ans, et diffusion d'un rapport technique. Bien entendu, des journées de démonstration, et puis la recherche des aides spécifiques. Alors un site de référence, là vous ne voyez pas trop, mais sur ce site de référence, on a tout mis. Alors en fait, on a 2 sites de référence, et dans les 2 sites, on a la même chose. Donc, enherbement interrang, ça marche pas. Enherbement du rang, ça marche pas. Travail du sol du rang, de vigne, avec intercept. Et puis aussi, mise en place de protection du rang par du BRF, du bois raméal fragmenté. Donc, on aura toutes les techniques alternatives au désherbage. Et puis, on va se donner 3 ans pour voir si ça marche pas, et laquelle est la plus intéressante. Enherbement aussi des fourrières. Et dans 2 situations, des situations un petit peu profondes et des situations caillouteuses. Un programme de formation, alors là, vous n'avez pas tout le détail, vous avez tout le détail, pardon, mais on part de techniques de semis, techniques de reconnaissance on va dire ce qu'on appelle les mauvaises herbes, et puis on va jusqu'à l'initiation à l'agriculture biologique, puisque les gens, il faut qu'ils sachent ce que c'est, qu'ils puissent comprendre. Et on a un module aussi biodynamie, parce qu'il y a des choses intéressantes à aller pêcher chez nos amis biodynamistes. La gouvernance, bon là, il n'y a pas de secret, on a parlé de partage, un comité de pilotage avec les vignerons, des financeurs, et puis tous les gens qui ont participé au projet, et des restitutions régulières. À tout le collectif, c'est important. Et la gestion, bon, nous, on est ISO 9001, donc on est très indicateur. Donc l'IFT par exploitation, bien entendu, mais pas seulement. Les surfaces engagées, le nombre de vignerons, ça c'est les outils de pilotage, le suivi de qualité d'eau, et puis tout ce qui concerne les émissions de CO2 et bien entendu les coûts de production. Les perspectives, et j'en ai terminé. Merci. Intégration de certaines pratiques dans les cahiers des charges. On l'a déjà, mais on va l'étendre. Voilà. Je vous remercie, et puis tout le groupe vous remercie, et merci aux gens qui ont participé au projet, notamment l'Agence de l'eau et PMCA.